président de l'IDNF, Patrice Magneron, est parmi nous maintenant dans cette matinale du 11 novembre. Et oui, si le 11 novembre, ça tombe bien, en plus, c'est le mardi, justement, où Patrice vient avec son invité. Et ça tombe, vous y verrez un signe, je pense, mon cher Patrice, que nous soyons justement jour de fêter l'armistice du 11 novembre, que ce soit justement un mardi, c'est-à-dire votre jour, Patrice. Bonjour et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas, merci à vous. Merci pour cette nouvelle rubrique. Voilà, nouvelle rubrique. Donc, on se fait un plaisir avec un petit quart d'heure toujours d'édito de Patrice. Et puis ensuite, l'invité du jour que j'ai déjà annoncé, ça tombe bien, 11 novembre, nous aurons un général, le général Lalanne Berdoutik, que je ne connais pas personnellement et que je vais découvrir au travers l'interview auquel nous allons procéder d'ici une quinzaine de minutes. Peut-être, Patrice, c'est bien commencer, si vous le voulez. On a le temps, hein, je crois, puisque normalement vous deviez arriver, si je ne m'abuse, à 8h15, de débuter tranquillement un échange entre nous sur le sujet que vous souhaitez. L'actualité est riche, hein. Là, je viens d'écouter la petite revue de presse. Bon, il faut pas être schizophrène en ce moment, hein. Mais on peut commencer par notre ami Bruno, hein. Vous l'avez dit, c'est l'homme aux 1000 milliards, hein. On a connu cette série télévisée dans les années 70 de Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Non, nous, on a mieux que les Américains. On a quand même un homme qui tout compte fait, après avoir claqué tout le pognon des Français, nous dit, la main sur le cœur, que tout compte fait, il y a été contraint. C'est pas sa faute. Que voilà, ses collègues l'ont poussé à la dépense et que lui, bien évidemment, il a accepté. Alors c'est assez marrant parce que est-ce qu'il sent le vent du boulet se rapprocher près de lui? J'en sais rien, mais ces déclarations sont de plus en plus des déclarations d'autodéfense. Moi, j'ai quand même souvenir, il y a ne serait-ce qu'1 an de ça, où notre ancien grand argentier nous expliquait que bah non, en fin de compte, le quoi qu'il en coûte avait été extrêmement efficace pour l'économie française et que ça avait été une bonne opération de l'avoir mené jusqu'à son terme. Donc bon, voilà, il y a des petits changements comme ça de posture. Bon, voilà, je pense que c'est une façon tout simplement de se dédouaner. Alors, j'apprécie pas trop ce genre de document qui sort un petit peu comme ça, des tiroirs, la lettre secret, un secret défense, vous voyez, je l'avais prévenu, elle existe cette lettre et vraisemblablement, le président de la République l'a eu entre les mains. Mais il y en a peut-être d'autres aussi, lettres qui vont peut-être infirmer son contenu, et cetera. Donc, est-ce qu'il serait pas temps maintenant pour éclaircir la situation, d'en venir à un jugement, à un procès, dans lesquels vraiment tous les documents, y compris les documents, seraient déclassifiés, hein, et on pourrait vraiment se faire une opinion de ce qui s'est passé depuis maintenant 7-8 ans en Macronie. On a bien compris que le ruissellement de l'économie passait par énormément de dépenses et puis vous alliez voir, en donnant de l'argent comme ça, toute l'économie serait inondée. On a vu que ça ne fonctionnait pas. Au pire, et c'est là où moi j'en veux beaucoup quand même à ce ministre de l'économie, c'est que ça a plombé les générations futures, ça a plombé à très court terme nos entreprises puisque je vous rappelle quand même qu'une des principales mesures qui a été prise pendant le Covid, ça a été l'instauration des prêts garantis par l'État qui ont définitivement plombé les comptes des entreprises. Si aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, on a un record de défaillance d'entreprises, qui plus est de PME en France, c'est bien parce que justement, ces entreprises ont été obligées de s'endetter et non pas s'endetter pour de l'investissement, mais de s'endetter pour de la trésorerie, hein, ce qui est dramatique. Donc non, franchement, je pense que c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux de la part de quelqu'un, mais ça on aurait pu s'en douter. D'ailleurs, ça avait été dit à de nombreuses reprises sur votre plateau. Mais entendre de la bouche de notre ministre de l'économie qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, déjà, ça aurait dû nous interpeller quelque part. Ah oui. Hein, c'était ça, hein, l'idée.
Donc bon voilà, je pense que moi je suis demandeur maintenant d'avoir davantage d'informations sur ce qui s'est passé pendant toute cette période, la façon dont l'information a pu être, a pu circuler au sein des ministères, entre l'exécutif, enfin entre l'Élysée et puis Matignon et puis Bercy. Heu, on nous explique à longueur de temps que, Bercy est la incarne la toute-puissance, c'est un État dans l'État et à l'entendre, ben non, en fin de compte, bah, Bercy subirait et en fin de compte, serait contraint par les autres ministères. Donc voilà, j'aimerais bien en savoir davantage. Alors, Patrice, bon, bah, écoute, en tous les cas, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a cette lettre et qu'il essaie de se défendre comme un beau diable et ne veut pas porter le chapeau à lui seul. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On va continuer peut-être sur cette lancée. Patrice, peut-être répondre en même temps, puisqu'on a 15 minutes de plus dans cet édito. Mmh. C'est bien ça, hein, le général arrivera vers 8h30. Ah oui, oui, normalement c'est ça. Alors il se connectera peut-être un petit peu avant. Il m'avait dit qu'il se connectera un peu avant. Bon, bah dans ce cas-là, on l'acceptera avant Oui. dans le studio. Mais je vois, on regarde un petit peu le chat en même temps. Une question intéressante auquel on peut peut-être répondre dès à présent. Peut-être le sais-tu, Patrice. Combien de généraux en France aujourd'hui, d'actives et de seconde section, et Non, retraités? j'ai pas de non, j'ai pas de ah non, en plus, si on intègre, ceux qui sont en deuxième section, non, j'ai vraiment pas le chiffre. Alors, bien évidemment, Moi, ce que je sais, c'est qu'il y avait à peu près en seconde section 5000 généraux. oui, mais oui, bon, je sais pas, quel est le but de la question, mais Énorme. si l'idée c'est de montrer qu'on a une armée qui allez, pour Mexicaine. reprendre cette mauvaise terminologie d'une armée mexicaine, oui, vraisemblablement, mais pour information quand même, et ce sera dit tout à l'heure avec, le général Alain Berdoutic, mais j'imagine, puisqu'on va aborder, l'armée dans son ensemble, ça tombe bien parce qu'on est le 11 novembre, donc c'est aussi quand même lui rendre hommage, mais aussi parler de cette réforme de l'armée, la loi de programmation militaire et puis de cette, hypothétique réserve, qu'il faudrait gonfler. Donc voilà, alors pour revenir sur la question, l'armée française en 1962, l'ensemble de l'armée française, c'était un peu moins d'1 million d'hommes, hein. On était autour de 900 000 hommes. Mmh. Hem, Si on retient comme date importante, 1989 avec, la chute du mur, on était à 400 000 hommes à peu près, et aujourd'hui, avec le personnel civil, on serait autour de 270 000 hommes. Eh Voilà. ben, Donc chute toute armée libre. confondue, on est d'accord, hein, c'est donc Mmh. armée de terre, marine et cette armée, les effectifs de l'armée ont diminué et à l'époque, bien évidemment, ce qui avait été invoqué, c'était de dire: «Bah, voilà, la menace, des pays de l'Est n'existant plus, bon, on n'a plus besoin d'avoir une armée, aussi importante», ce qui, pourquoi pas, tombait sous le sens. Donc on l'a professionnalisé. Donc professionnalisé, c'est quand même des coûts, hein, bien évidemment, puisqu'on s'est doté d'armements spécifiques, d'armements qui aujourd'hui d'ailleurs, disons-le, enfin sont reconnus dans le monde entier, hein. Enfin bon, si on cite juste les canons César, voilà, on a une idée un petit peu quand même du savoir-faire de nos industriels et cette armée était une armée qui était davantage faite pour se projeter avec un personnel militaire réduit. Voilà. Aujourd'hui, bon voilà, la question et c'est celle-là qu'on posera tout à l'heure, au général Alain Berdoutic, c'est est-ce qu'il faudrait renforcer, cette armée en effectif? Est-ce qu'il faudrait, la doter notamment d'une réserve opérationnelle plus importante? Je rappelle qu'aujourd'hui, la réserve, opérationnelle militaire, compte à peu près 44 000, personnels, hommes et femmes, et on voudrait la doter de 105 000, hommes et femmes à un horizon de 2035. On est loin de bien sûr, parce que si on rajoute donc cet effectif à l'armée d'active, enfin, on est encore loin des effectifs qu'on a connus dans les années 60, hein. Mais après, est-ce qu'il faut se doter, pour autant d'autant d'effectifs? On voit bien à la lumière du conflit entre la Russie et l'Ukraine que, voilà, la haute technologie, les drones, l'arrivée de l'IA, voilà, ça a changé un petit peu le format un peu, enfin ça a profondément plutôt changé le format des armées. Voilà.
Donc après, sur l'encadrement, il ne faut pas se leurrer. Si demain on devait se doter d'une armée plus conséquente avec davantage de réservistes, il faudrait doter cette armée d'un encadrement plus fort. Hein, donc voilà. Alors bon, pas forcément peut-être des généraux, mais bien évidemment, c'est tout un personnel encadrant qu'il faudrait mettre sur pied. Tiens, c'est une question intéressante parce que là aussi, je pense qu'on en reparlera avec le général, mais bon, tout le monde a vu ou entendu les vidéos qui ont été diffusées la semaine dernière par, je crois, c'est Libération et Mediapart sur les événements de Sainte-Soline. Les échos que moi, on m'a transmis, et notamment de la gendarmerie, c'est que, bon, alors bien évidemment, on ne peut que condamner les paroles qui ont été entendues à ce moment-là. Mais il y a de plus en plus de difficultés pour l'armée de pouvoir recruter aujourd'hui. Les niveaux d'acceptation ont été le niveau de recrutement est en baisse. Voilà, le niveau de recrutement est en baisse. Alors, est-ce qu'il y a une conséquence directe ou pas? Il y a une conséquence, ça c'est indéniable. Donc, bon, oui, voilà, c'est aussi à l'image de la société civile. Il ne faut pas se leurrer, et ça là aussi ce sera rappelé tout à l'heure, mais l'armée est à l'image de la société civile. Et j'allais dire réciproquement, même s'il n'y a plus de service national, il y a quand même malgré tout une porosité. Et donc les difficultés qu'on connaît aujourd'hui de recrutement dans le monde civil, avec l'abaissement tout simplement des niveaux, et donc là, il faut s'orienter vers tout ce qui est fait au niveau de l'éducation nationale aujourd'hui, que ce soit dans le public ou dans le privé. Mais toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui dans le civil, on les retrouve aussi dans l'armée. Il n'y a pas de raison. Armée, gendarmerie, voilà, police. Bon. Donc c'est un vrai sujet, bien évidemment, qui n'est pas simple du tout parce que là, on parle de générations à former. Donc c'est lourd. Et il faut des moyens. Bon, on va revenir sur ces sujets, Patrice, avec le général, évidemment. Donc, revenons-en peut-être à nos petits, c'est-à-dire à nos dettes et à la nécessité, si j'ai bien compris, c'est maintenant, il faut faire des recettes. Il faut gagner, il faut combler les trous. Il faut que les Français fassent des efforts. Non, ne parlez pas de trous, Nicolas, vous allez en exciter un, là, vous savez, là, l'ancien grand argentier, là. Alors, il ne parle pas de trous, lui, il parle de renflement, mais quand même, allons-y mollo. Non, bah oui, effectivement, alors nos députés travaillent énormément. Là, j'entendais Jean-Philippe Tanguy nous expliquer qu'il faisait 14 heures par jour en ce moment et que c'était quand même très compliqué. Je veux bien croire que les débats sont très animés et que, bien évidemment, nos députés font tout ce qu'il faut pour nous sortir de là. Vraisemblablement, tout ce travail risque d'être quand même un petit peu vain parce que, alors, si j'ai bien compris, ils n'auront pas le temps de traiter l'ensemble des amendements. Je crois qu'il en restait 2000, c'est ça, samedi dernier. Donc voilà, alors ils ont adopté un budget recette, mais bon, voilà, il va falloir passer à la partie dépenses, il va falloir passer à cette loi sur la suspension de la retraite, de la réforme de la retraite. Donc au bout du bout, si les délais ne sont pas respectés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reviendrait au texte initial avec un système d'ordonnance. Donc bon voilà, tout ça pour ça, on va bien voir s'ils arriveront à aller jusqu'au bout. Mais là aussi, c'est à l'image de l'état du pays qui est complètement fracturé, alors au sein de la population, bien sûr, mais donc au sein de la représentation nationale. Moi, ce qui m'exaspère un petit peu, et en ça, je reprendrai un petit peu les propos d'un Étienne Chouard, qui parle de non plus de mandat de représentation, mais de mandat impératif, notamment. Mais comment se fait-il qu'au gré des mesures qui sont amenées à être votées, eh bien, des députés qui sont normalement identifiés comme appartenant à un camp puissent changer là de crèmerie en cours de route. Un coup on vote ci, un coup on vote ça. Ça fait pas très sérieux et puis surtout, ça semble assez éloigné des préoccupations et des besoins de la population. Donc je trouve ça, je trouve pas ça très normal. Une question toute simple, est-ce que toi, par exemple, ton député est revenu vers toi pour te dire dernièrement, tiens, nous nous apprêtons à voter telle mesure, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oh non, moi, je n'ai de nouvelles de personne, même dans la ruralité. Je ne sais même pas, je n'ai jamais rencontré le maire, c'est dire.
Il y a une espèce de démoralisation dans le Loir-et-Cher complète, semble-t-il. Je ne sais pas. Sur ce point-là, donc on a un vrai sujet. Je pense là aussi en matière de réforme de notre représentation nationale, parce que les élire, ce n'est pas de leur donner un chèque en blanc. On le voit bien d'ailleurs avec ce qui s'est passé pour notre ministre de l'économie, qu'on n'élit pas nous-mêmes, puisqu'il est nommé par le Premier ministre, mais il faut peut-être arrêter de donner des chèques en blanc comme ça à des gens qui nous représentent et leur demander tout simplement qu'il y ait des retours. Ça me paraît assez indispensable. Alors attendez, j'ai juste 2 secondes parce que j'ai le général qui m'appelle, il a peut-être des difficultés à se connecter. Ah, il a peut-être des difficultés. Bah, manquerait plus que ça. Décidément, on n'aurait pas de chance. Si on a un problème de connexion avec le général. Donc, je rappelle le général Lalanne Berdoutik, qui est un général de seconde section. Quand je parlais des 5000, je parlais évidemment, chers auditeurs, des secondes sections. Je ne parlais pas des généraux d'actifs actuels. Le ratio entre les généraux de seconde section et n'est pas à faire avec les militaires d'actifs. Le ratio, c'est les généraux d'activité par rapport à l'ensemble de l'armée, dont vous a expliqué Patrice Magneron qu'il y aurait aujourd'hui bien moins de 200 000 militaires, toutes armes confondues. Et là, on a un nombre, et encore, là-dedans, vous avez tous les administratifs. Mais en tout cas, il y a beaucoup de généraux, pas autant, semble-t-il, qu'aux États-Unis, qui posaient un véritable problème quand ils ont été tous convoqués par Peter Heidsieck et Donald Trump il y a quelque temps, rappelez-vous, et là, il y avait un nombre incalculable de généraux qui étaient présents, dont certains étaient accusés d'être en obésité, alors qu'un général, ça doit être toujours en forme, expliquait le ministre de la Défense, le patron du Pentagone américain. Donc, c'est dire le fait qu'il y a aujourd'hui, peut-être, en effet, trop de généraux, en tout cas, surtout des généraux de plateau, des généraux d'opérette, des généraux qui n'ont jamais fait la guerre. C'est surtout ça, à mon avis, le grand problème que nous avons aujourd'hui avec les généraux, contrairement aux généraux russes, par exemple, dont certains meurent au combat. À un moment donné, on se faisait plaisir en expliquant que tel général russe était mort au combat. Quand on voit nos généraux aujourd'hui, à moins de tomber de leur lit ou du trottoir, on ne voit pas trop comment ils pourraient mourir, que ce soit nos généraux en charentaise, nos généraux de plateau, plus forts dans la gueule que dans la tactique ou la stratégie militaire. Patrice, oui, il va nous rejoindre. Il a un petit problème de Wi-Fi, mais bon, il va nous rejoindre. Voilà. Il faut qu'il fasse attention. En effet, normalement, il vaudrait mieux un câble Ethernet s'il a ça. Ouais, alors je vais proposer il pourrait être filmé avec son téléphone. Je vais envoyer le lien. Voilà. Bien. Voilà. Il a le lien. Eh ben, il nous revient dès qu'il peut. Voilà, trop de généraux, trop de députés, trop de ministres, nous dit Fabienne. Elle a raison. Alors, elle a bien raison. Et trop d'élus, trop d'élus. D'ailleurs, je ne vois pas. Nous sommes en pleine modernité, on ne devrait même plus avoir d'élus. Il y a besoin de vote, il n'y a plus besoin d'élus. Les élus, c'est une notion dépassée, non? Alors, oui, bon, moi, voilà, pour tous ceux qui ont un travail à temps plein, etc., bon, on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à l'analyse des textes et à avoir le recul nécessaire. C'est aussi normalement à ça que sert un élu. Le vrai problème, à mon sens, c'est que l'élu ne revient jamais vers nous. Est-ce que ça se délègue, la vie publique? Ça me paraît être une contradiction dans les termes. De la délégation de la vie publique. La vie publique, c'est la vie auquel nous participons tous. Oui. Avoir des élus, c'est la déléguer. Oui, alors soit effectivement, on va dans un système où, je crois que c'est ce que propose notamment Étienne Schwartz, c'est-à-dire, on serait tiré au sort et puis on ferait un peu des périodes, un petit peu comme, dans le cadre d'une réserve. Pourquoi pas? Mais ça exige aussi quand même d'avoir un certain, je pense, un certain recul, d'avoir aussi, je ne veux pas parler de compétences, mais avoir certaines quand même connaissances pour pouvoir quand même apprécier des questions qui peuvent être très complexes. On a une baisse de la
entre guillemets, la qualité de la représentation nationale aussi à cause de ça. C'est parce que, on n'a peut-être pas forcément des personnes qui ont le bagage nécessaire, sans leur faire injure, hein, mais bon, pour pouvoir comprendre tout un ensemble de problématiques, complexes. Attendez, Bien. il me rappelle. Je suis désolé, hein. Allô? Décidément. Eh ben, alors là, quelle matinale, hein. Certes, c'est le 11 novembre, hein. C'est ce que j'ai dit. On n'aurait pas dû faire de matinale un jour férié. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, vous êtes nombreux et donc, eh bien, nous assurons évidemment, comme nous l'avons promis, nous aurons normalement, je dis bien normalement, l'ensemble de nos invités. Patrice est de retour. On peut peut-être le faire revenir. Je vois qu'il est Je suis prêt. vraiment désolé, ça y est, c'est bon. A priori, il a retrouvé de l'énergie. C'est bien. Bon, bah tant mieux pour un général de seconde section. Il faut qu'il ait encore un peu d'énergie, le général Alan Berdoutik. Voilà. On revient peut-être sur les questions. Est-ce que tu en as fini avec les questions budgétaires, avec Bruno Le Maire, avec le nombre d'amendements du budget, les votes, les non-votes? Est-ce que tu veux passer à un autre sujet ou tu as encore des choses à dire sur la question de la loi de finances? Juste pour terminer, parce que là aussi, j'ai trouvé ça anormal, en fait, dans le sens où, voilà, si on a des élus, c'est qu'à un moment donné, pour qu'ils se prononcent quand même. La partie recette, elle a été votée, effectivement, mais elle a été votée avec 176 voix seulement. Pour. 176 voix pour, c'est-à-dire 30% de l'hémicycle. C'est quand même assez peu. Ouais. Alors je sais bien que c'est une assemblée complètement morcelée, voilà, et qui n'a pas de majorité absolue, mais enfin tout de même c'est relativement peu. Bon voilà, c'était juste une petite remarque pour terminer sur ce sujet-là. D'accord. Je crois que tu veux nous parler aussi de Shine, de ce qui est considéré comme un scandale avec les poupées Bien sûr, pédocriminelles. Comment? tu n'y es pas, on dit pas Shine. On dit quoi? Chin? On dit Shein. C'est en Shein. anglais, c'est she comme elle et in. Shein. Oui, donc la Chine. Donc c'est encore mieux pour désigner Voilà. le fait que c'est Et la la Chine. Chine, ça nous rappelle l'endroit d'où nous viennent les marchandises. Pour ceux Et qui, voilà. voilà, n'auraient pas compris que, bon, bah voilà, on achète toujours des produits de très, très, très mauvaise qualité, mais qui sont très, 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 très peu chers, moyennant quoi, ça légitime le fait qu'on ne soit pas payé très, 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 très cher. Puisque justement, on peut se payer des produits qui sont très, très, très bon marché. Pourris, mais bon marché. C'est Ben un oui, peu mais c'est ça le moins cher. concept. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que représentait Chine. C'est dans le monde, c'est plus de 20 milliards de chiffre d'affaires et pas loin de 3 chez nous quand même. Donc, autant dire qu'on est un marché extrêmement intéressant, extrêmement porteur pour eux. Voilà, donc je trouve assez déplorable tout ce qui s'est dit ces derniers jours parce que c'était de la fausse pub, tout compte fait. Cette histoire de poupée pédo, voilà, c'est de la fausse publicité pour lancer le produit. Là, tout le monde, tous les Français ont bien compris que au BHV, il y avait tout un étage qui était réservé à des produits comme ceux-là. Ce qui est cocasse, c'est que pour ceux qui nous écoutent en province, c'est quand même situé ce magasin à la lisière du Marais, Marais qui aujourd'hui est quand même peuplé d'une forte population de gens qui ont une tendance écolo, et donc ces gens-là vont devoir acheter des produits qui nous viennent donc de l'autre bout du monde, qui sont pas écolos du tout, du tout, du tout. Ils ont fait facilement 10 000 kilomètres, soit en avion, soit en bateau, en dépensant énormément de gasoil. Donc j'ai trouvé ça, je trouve ça plutôt cocasse. Par contre, ce que je trouve déplorable, j'ai vu le lendemain de la journée donc de lancement quel était le bilan de cette première journée. Et donc on voyait, alors je crois que j'avais vu ça sur France Info ou LCI, je sais plus. On voyait les consommateurs dans errer là dans le magasin en disant oh là là, mais c'est cher, c'est beaucoup plus cher qu'on ne l'avait prévu. Alors oui, c'était pas des produits à 5 ou 6 euros, les produits étaient à 25 ou 30, ce qui est quand même encore en deçà j'imagine, du prix normal, parce que vous comprenez, ils avaient mis des produits de luxe. Voilà, il fallait entendre que c'était des produits de luxe qui étaient vendus dans le magasin. Bon, ce qui est juste dommage, c'est qu'on a fait place
on a laissé la place à des produits comme ceux-là au détriment de nos produits à nous, de nos produits fabriqués. Je reprends l'entretien qu'a eu justement une dame, la créatrice de Agnès B, qui a dit voilà, moi, Chine arrive à BHV, moi je quitte BHV, c'est hors de question que bon, c'est bien, mais du coup elle a laissé la place à ces produits-là qui vont bien évidemment envahir le pays, et parce que ça commence par Paris, puis après ça va aller allègrement en province. Donc je trouve ça dommage. Je trouve dommage qu'on n'arrive pas à juguler cette concurrence déloyale, parce qu'elle est proprement scandaleuse, cette concurrence, et c'est à l'image ce qu'on voit là au niveau du commerce, c'est à l'image de ce qui va nous arriver avec le Mercosur et les produits provenant d'Amérique du Sud, des produits alimentaires, dont on sait que les normes environnementales, les normes sociales ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais ça n'empêchera pas, bien évidemment, pour certainement de basses raisons, notamment financières, d'accepter ces produits-là chez nous. Bien. Donc, on devrait se protéger davantage, on devrait avoir une politique douanière un peu plus forte, mais bon, pour ça, il faudrait qu'on ait des frontières, il faudrait qu'on ait les coups des franches, il faudrait qu'en gros, on ait de la souveraineté. Bien sûr, il faudrait qu'on ait de la souveraineté. Alors, pour conclure, avant de recevoir le général Lalanne Berdoutic, je sais que tu veux, pour ce 11 novembre, eh bien, nous inciter justement et nous encourager, jour de commémoration, à relever le défi, à relever les défis français, car nous sommes en mesure justement de relever ces défis. Donc je te laisse conclure juste avant de recevoir le général Lalanne Berdoutic, si tu veux bien. Le propre d'une nation et d'une civilisation, c'est de quand même de pouvoir espérer pour les générations futures. Alors c'est vrai que en ce moment, il est quand même pas facile d'espérer par les temps qui courent. Donc, ce jour de commémoration du 11 novembre, de nous rappeler que malgré ces temps difficiles, malgré ces situations injustes, et puis vraiment cet avenir qui s'assombrit, il y a toujours une lueur d'espoir malgré tout, et c'est ce que nous ont démontré ces hommes qui se sont battus il y a plus de 100 ans, sur le terrain, dans les tranchées, dans la boue, dans le froid, l'humidité. Certainement, pour beaucoup d'entre eux, ils avaient ce sentiment d'abandon quand ils étaient isolés en première ligne et qu'ils étaient coupés de leurs arrières. Et malgré tout, ils ont continué à y croire. Ils se sont battus pour une liberté. Ils se sont battus pour leur sol, pour leur pays. Et ne pas relever le défi aujourd'hui, ce sera tout simplement, à mon sens, indigne de notre part, parce que même si nous avons des difficultés importantes, elles sont quand même surmontables. Donc, nous leur devons tout ça, eux qui se sont battus pour notre liberté, liberté acquise au prix de leur sang. Voilà. Donc, relevons ce défi, on peut y arriver, on peut encore vaincre cette adversité. Très bien. Eh bien, merci Patrice pour ce message d'espoir. Si vous le voulez bien, après peut-être une très courte annonce, nous recevons avec Patrice Magneron le général Alexandre Lalanne Berdoutic. Voilà, Alexandre Lalanne Berdoutic, le général. Bonjour mon général et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour messieurs. Voilà, alors avant de vous soumettre à la question avec Patrice Magneron, je vais juste rappeler une partie, tout du moins, de vos états de service. Vous êtes Saint-Cyrien, vous avez servi dans l'infanterie de montagne, l'aéromobile et la Légion étrangère, dont vous avez commandé le régiment stationné en Guyane française, breveté de l'école supérieure de guerre. Vous avez également servi en état-major, mon général. C'est bien ça, Patrice ? C'est vrai, exactement ça. Alors, bon, il manque forcément des petits passages, mais vas-y, si tu veux compléter. Vous avez commandé. Pardon ? N'hésite pas si tu veux compléter. Oh non, je vais rajouter quand même quelques petites lignes. Alors donc je me permets de les lire. Bon, vous avez commandé une promotion de Saint-Cyrien à Côte-Quidan. Vous avez donc, ça a été dit, occupé plusieurs postes en état-major, dont celui de chef d'état-major de la 6e division légère blindée à Nîmes. Vous avez encadré des officiers supérieurs à l'école de guerre. Tiens, ça fait écho avec la petite question de tout à l'heure. Vous avez
Vous avez été cadre professeur pendant 6 ans à divers postes et puis en fin de carrière, vous avez rejoint l'Institut des hautes études de défense nationale, donc l'IHDN, à Paris jusqu'en 2018. Au cours de vos années de service, vous avez été engagé dans des opérations en Afrique sahélienne, les Balkans, le Proche-Orient, où vous avez dirigé sous l'égide de l'ONU de 2006 à 2007 une mission de diplomatie militaire en Israël et au Liban, après la première guerre entre Israël et le Hezbollah. Vous avez enseigné la géopolitique dans une grande école militaire française et à l'école de guerre de Nouakchott en Mauritanie. Et à côté de ce brillant parcours, vous avez contribué à différents articles dans différentes revues de géopolitique, prononcé des conférences, et vous êtes l'auteur d'une trilogie romanesque intitulée Chronique de la forteresse du ciel. Et c'est important de le signaler, vous êtes marié, père de 4 enfants et vous résidez en Bretagne. Vous êtes d'accord avec tout ça, mon général? Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Bon, alors, je vais lancer la première question et puis après, Patrice prendra la suite. Sur, si vous le voulez bien, puisque nous sommes le 11 novembre, jour de commémoration, je suppose d'ailleurs que vous aurez aussi des commémorations aujourd'hui à effectuer pour ce 11 novembre en tant que général, eh bien, peut-être déjà vous poser la question de votre regard sur l'état de l'armée française aujourd'hui. On n'en dit pas que du bien. Patrice Magneron, tout à l'heure, nous rappelait le nombre de militaires qu'il y avait, par exemple, à l'époque de la fin de la guerre d'Algérie en France. Nous avions plus de 900 000 soldats et puis aujourd'hui, beaucoup moins. Une chute libre des effectifs. On nous parle aujourd'hui de réarmement, de réengagement. On attend de voir. Pour le moment, on n'a pas l'impression que ça arrive aussi vite que le gouvernement le prétend. Donc, votre regard, en fait, sur l'état de l'armée aujourd'hui, mon général? C'est toujours facile de critiquer, hein, surtout quand on n'est pas aux affaires. Moi, je ne suis qu'en 2e section, donc je n'ai plus de responsabilité dans notre appareil de défense, sinon d'influence éventuellement. Mais l'armée française d'aujourd'hui, c'est une armée de grande qualité, mais comme le dit un de mes camarades de promotion, c'est une armée bonsaï. Tout y est, mais en très petite quantité, d'excellente qualité, mais en très petite quantité. On a un problème, effectivement, et vous l'avez souligné, d'effectifs. Alors, il est hors de question de pouvoir réclamer ou d'ambitionner d'avoir 900 000 hommes sous les armes aujourd'hui. Pourquoi faire aujourd'hui? Non, disons qu'il y a un chiffre que j'aime beaucoup, que je cite très souvent, et qui montre à quel point il y a quand même un problème, c'est que aujourd'hui le président Macron dispose de 2 fois moins d'effectifs que le roi Louis XV voici 3 siècles. Ça n'est pas normal. Nous avons 67 millions d'habitants, il y en avait 23. Vous me direz que les relations internationales ne sont pas les mêmes, peut-être, mais les relations internationales sont toujours quelque chose de dangereux. Et notre appareil de défense a été réduit on a réduit les armées françaises à des armées, et je dis bien les armées françaises, hein, parce qu'il n'y a pas que l'armée de terre, bien sûr, il y a la marine et l'armée de l'air et de l'espace, à des forces expéditionnaires. Alors c'est un choix. Il est vrai que depuis 40 ans, nous ne faisons que des opérations de police, parfois assez dures, mais que des opérations de police qui ne nécessitent pas de gros effectifs. Mais nous étions quelques-uns à dire attention, n'oublions pas de préparer la grosse guerre pour le cas où elle reviendrait. Or, il n'est plus exclu qu'elle revint. Donc, effectivement, actuellement, nos chefs militaires ne disposent pas des effectifs et du matériel, enfin des matériels nécessaires à des opérations de très grande ampleur. Voilà. À la lumière de ce qu'on voit aujourd'hui dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qu'on peut retenir justement du dimensionnement de notre armée par rapport à ce qui se passe justement là-bas? Si vous voulez, c'est assez simple, hein. Le front russo-ukrainien ou ukraino-russe, il mesure 1400 km de long, c'est-à-dire 2 fois le front de nos grands anciens entre 14 et 18, le front européen, hein, je parle de front en France, qui fait 700 km.
dont une partie était occupée par les Anglais et les Belges. Et aujourd'hui, nous serions capables de projeter, si nous projetions la totalité de nos forces projetables, ce qui évidemment est une absurdité puisque ça interdirait les relèves. Nous pourrions tenir un front d'une 50aine de kilomètres. Voilà, 50 sur 1400. Tout est dit. C'est pas la peine d'aller tellement plus loin. Alors on a tout ce qu'il faut. On manque de munitions certes, mais on a les hommes qu'il faut, on a les chefs qu'il faut, on a les techniques qu'il faut, mais on n'a pas le nombre. Alors, d'accord, mais bon, on voit bien alors avec ce qui se trame en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, que les hautes technologies, l'IA, les drones, etc., semblent avoir pris le pas sur l'homme. Est-ce qu'on aurait besoin pour autant d'avoir autant d'effectifs dès lors que on pourrait couvrir avec, je sais pas, avec des drones davantage de surface et pouvoir frapper? Non, ça voilà, c'est une. Oui, mais je crois que c'est une erreur majeure que de croire ça. La victoire, elle appartient à celui qui reste maître du terrain d'une manière ou d'une autre. En Afghanistan, je n'ai pas participé à la campagne d'Afghanistan, hein, mais nous avons été confrontés à des gens qui étaient ultra rustiques, qui n'avaient absolument aucun des matériels de haute technologie dont vous parlez. Ça a duré 8 ans. Les Américains ont perdu 5000 hommes, nous 150. Et puis on est parti la queue entre les jambes. Voilà. Donc, alors vous me direz comparaison des paraisons. Et ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie n'a rien à voir avec ce qui se passait en Afghanistan. Mais la technologie n'est pas tout. Elle fait pas tout. Très loin de là. La masse est absolument nécessaire, du moins dans le genre de conflit dit clausewitzien auquel nous assistons en Ukraine. Mon général, on dit qu'aujourd'hui, finalement, un des enseignements de la guerre en Ukraine, c'est l'importance du fantassin, de l'infanterie, qui revient au galop, alors que l'on pensait que tout devait être mécanisé, avec des chars, dont on voit que les chars aujourd'hui, finalement, sur le front ukrainien, plutôt que de débouler par contingent entier, ils vont plutôt s'enterrer, se cacher, parce qu'ils ne sont pas à l'abri et des drones et des missiles anti-chars. Est-ce qu'il faudrait quand même, dans ce cas-là, comme l'expliquait un historien un petit peu de plateau, eh bien recruter plus et former mieux justement ce versant-là, et puis en tout cas recruter plus pour l'armée de demain, plutôt que d'imaginer les voir remplacés par des IA, par des drones ou par des robots. Oui, alors là aussi, une armée, elle a une valeur quand elle est homogène. Je veux dire quand elle est, quand toutes ses composantes sont équilibrées les unes par rapport aux autres. Oui, on n'a pas assez d'infanterie. Mais on n'a pas assez de cavalerie lourde, on n'a pas assez de canons surtout. Enfin, nous n'oublions pas, puis je ne parle pas de la logistique, hein, parce que sans logistique, on ne fait rien. Vous savez, Eisenhower disait, mon deuxième bureau me dit contre qui je dois me battre, mon troisième bureau me dit comment je devrais le faire, et puis mon quatrième bureau, c'est-à-dire la logistique, me dit ce que je peux faire. Et sans la logistique, vous faites rien. Donc tout ça est une affaire de cohérence, hein. C'est comme une marine nationale qui n'aurait pas les arsenaux qu'il faut et les bases navales qu'il faut. En plus, là, nous avons affaire à une guerre qui est une guerre de position. Je l'ai dit dans une conférence récente, on est en 1915 avec les moyens de 2025. Sur le front de Champagne, hein, du côté de Kramatorsk. Mais c'est transitoire tout ça. Un jour ou l'autre, il y aura un déséquilibre flagrant de force et les raids blindés, les masses blindées recommenceront. Je suis fantassin, donc c'est pas moi qui vais cracher sur l'infanterie. Elle reste la reine des batailles, mais avec tout le reste. Sans artillerie, sans appui aérien, sans maintenant drones en masse, sans logistique, il ne se passera rien. Vous pouvez mettre tous les fantassins que vous voulez, ils se feront écrabouiller justement par les drones, justement par l'artillerie. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour les Ukrainiens qui sont
en défensive. Ils sont en défensive pour des tas de raisons, et entre autres parce que leur artillerie est tout à fait insuffisante face aux masses gigantesques de l'artillerie russe. Voilà. Donc, bon, si je vous suis bien, donc aujourd'hui, on a une armée qui ne correspond pas tout à fait au conflit actuel. Bon, alors c'est un exercice un peu compliqué, bien évidemment, mais si on avait les moyens, bien évidemment, financiers de le faire, ça prendrait combien de temps pour arriver à quelque chose de convenable et surtout de satisfaisant pour notre propre protection, notre propre défense? Bah, le problème, il me semble qu'il n'est pas financier, mis à part la situation financière absolument dramatique de notre pays. Le problème, il est humain. Vous pouvez acheter des masses de chars, vous pouvez construire des masses de canons et les plus beaux bateaux du monde. Si vous ne pouvez pas les armer, si vous ne pouvez pas mettre des équipages, si vous ne pouvez pas mettre des hommes dans les blindés, ça ne sert à rien. Depuis la suspension du service militaire en 1996, nos autorités se sont privées de la possibilité de recrutement beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Là, on a fait une armée professionnelle. On est retourné au temps des rois de France ou de Napoléon III. Moi, je pense que, et en plus ça colle parfaitement avec les idées républicaines, qu'il faut absolument réinvestir le citoyen dans la défense de son propre pays. Faut-il encore qu'il soit convaincu, un, que c'est son propre pays, deux, qu'il mérite d'être défendu. Voilà. Il faut revenir aux citoyens soldats. Alors, il faut revenir aux citoyens soldats, ou plus exactement aux soldats citoyens. Mais c'est pas avec les politiques actuelles de recrutement que ça marchera. Alors, on aura toujours, nos volontaires sont de bonne qualité, hein. En plus, on les sélectionne bien. Enfin, spécialement à la Légion étrangère, on a 9 candidats pour une place. Mais notre recrutement dans les armées françaises, il est d'une qualité tout à fait correcte, même si on préférerait avoir plus de candidats. Mais c'est un problème de nombre, si vous voulez. On ne s'engage pas spontanément pour devenir soldat. Il faut des prérequis, j'allais dire une tradition familiale ou un besoin particulier ou je sais pas quoi. Tandis qu'avec le service militaire, attention, rétablir le service militaire tel qu'il était, comme je l'ai connu en début de carrière, ne me semble pas techniquement et psychologiquement possible. Il faut trouver une autre formule, un service national avec une composante militaire pour soit les volontaires, soit... enfin, il y a des tas de trucs, d'énormes réflexions à poursuivre, mais on ne peut pas continuer comme ça si on veut un jour ou l'autre avoir une armée beaucoup plus lourde, enfin beaucoup plus grande. Le temps que ça prendra forcément longtemps. Vous savez, on met 2 ans à former un officier compétent, un lieutenant. On en met 2 de plus, sauf au combat évidemment, pour former un capitaine. Et puis il faut une vingtaine d'années pour former un colonel. J'y peux rien, c'est comme ça. Si on veut des gens de bonne qualité, que vous formez pas un commandant de bateau avec des gamins de 25 ans à qui on confie une frégate ou un porte-avions. Enfin, voilà. Justement, vous venez d'évoquer l'aspect bateau, donc la marine. Il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Bon, nous disposons du premier ou du deuxième, c'est selon, espace maritime au monde. En tout cas, moi, à mon sens, en termes de qualité, de répartition sur l'ensemble des océans, je pense que nous avons tout simplement le meilleur espace maritime au monde. Et pourtant, notre marine ne semble pas particulièrement en phase avec justement cet espace. Or, on sait aujourd'hui que, bien sûr, le conflit, ce sont aussi c'est de la guerre économique, hein, c'est de la guerre, donc il faut maîtriser certains passages, il faut maîtriser il faut protéger en tout cas les bateaux qui transportent toutes les marchandises, tous les containers, etc. Nous avons cette chance donc d'être présents encore une fois partout sur toutes les mers. Comment se fait-il que nous n'ayons pas une marine nationale qui soit mieux dotée et qui justement
assurerait en fait la protection de nos océans. On sait par exemple que les Chinois viennent allègrement piquer les nodules métalliques là qui sont dans le fond marin. Est-ce qu'il n'y a pas une matière à réflexion là-dessus? Ah ben, la réflexion, elle a été faite de longue date par les marins en premier, et puis ensuite par des gens comme moi et bien d'autres qui s'intéressent à la situation telle qu'elle est réellement. Enfin, tout le monde sait que il faut au moins 22 frégates à la marine française pour effectuer ces missions. Tout le monde sait qu'il faut 2 porte-avions si on veut en avoir un, parce que dans ce domaine-là, 2 égale 1, comme les sous-marins lanceurs d'engins, 4 égale 1, enfin 1 ou 2. Voilà, et ainsi de suite. Non, il y a eu des choix budgétaires qui ont été faits. Pendant 40 ans, aucun budget militaire n'a été respecté, voté par l'Assemblée nationale n'a été respecté. Ils ont été considérés par les instances gouvernementales comme des variables d'ajustement pour renflouer les caisses des autres budgets et d'un budget général qui était déficitaire. Non, ça n'a pas été sérieux, si vous voulez. Nous commençons à payer la note. Et effectivement, vous parliez du Pacifique. Moi, j'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises. C'est dramatique. Alors, on commence à revenir un petit peu, mais vous n'avez pas. Il faudrait, ne serait-ce qu'autour de Tahiti, où il y a quand même quelque chose comme 3 millions de kilomètres carrés de zones maritimes exclusives, il faudrait au minimum 3 frégates. Enfin, ça tombe sous le sens, plus des patrouilleurs de haute mer. Actuellement, il y en a un. Il en faudrait au moins 2. Il n'y a que quelques avions. On est en train de changer de modèle d'ailleurs. Non, c'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Et puis vous savez, comme le disait Tabarly, pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils sont sur la plage et qu'ils regardent la terre. Il y a effectivement une remise à jour, une resensibilisation à faire pour notre pays en matière de puissance maritime. Enfin, nous sommes une nation qui n'a été forte que quand elle a eu une marine forte. Et c'est pareil pour l'armée de l'air et de l'espace. Moi, quand j'étais tout jeune officier d'état-major comme capitaine et commandant, j'étais officier d'appui aérien de ma division. À l'époque, nous faisions des exercices tous les mois avec des avions de chasse, et la chasse française, c'était plus de 350 appareils. Aujourd'hui, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, il en a 185, si ma mémoire est bonne. Bon, c'est pas sérieux. Alors, il fait des choses merveilleuses, magnifiques, etc. avec ce qu'il a, parce qu'il y a très peu d'armées de l'air au monde qui sont capables de faire ce que nous faisons, des raids à très longue portée, en volant 9 heures, 10 heures, 12 heures, comme on sait le faire dans l'armée de l'air française. Mais il y en a pas assez, c'est tout. On n'a pas assez de pilotes, on n'a pas assez d'avions, enfin, l'armée de l'air, par exemple, a vu son nombre de bases divisé par 2. Bon, les bases outre-mer, je vous garantis, il n'y a pas d'igloo, enfin, il n'y a pas de hangarette pour protéger les avions. Non, bon, il faut un effort, il faudrait un effort gigantesque pour déjà nous mettre au standard d'aujourd'hui, et puis ensuite pour éventuellement pouvoir influer fortement sur une grosse guerre si elle se déclenchait. Et à mon avis, ça viendra un jour ou l'autre, mais à mon avis, pas contre la Russie, contrairement à ce qu'on dit. Le vrai compétiteur mondial, c'est pas la Russie. On est en train de nous bourrer le bout avec la Russie, c'est la Chine. Voilà. Alors, mon général, la Chine, c'est une chose. Peut-être en effet un conflit demain dans le Pacifique. Reste à savoir si nous y aurions des intérêts majeurs à défendre, mais peut-être surtout la Chine, des pays avec des millions et des millions de soldats dans son armée. La question qui fâche, entre autres au sein de l'institution militaire, lorsqu'il était abordé, c'est la réforme du service national et la possibilité de revenir éventuellement à un service national demain. Est-ce que vous y êtes-vous favorable? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi? Non, moi, j'y suis tout à fait favorable. Hein. Je n'oublierai jamais que j'ai commencé ma carrière dans les chasseurs alpins et puis ensuite dans l'infanterie aéromobile après un premier passage à la Légion. Et j'affirme que le soldat, le citoyen français, quand il est convenablement commandé, il est excellent. Et je vous garantis qu'au 1er régiment d'infanterie à Sarrebourg,
vu la provenance de notre recrutement, et c'était pas des volontaires. Hein, il fallait voir d'où ils venaient, et c'était des pauvres garçons, et on arrivait à en faire des soldats magnifiques. Bon, c'est nécessaire, ne serait-ce que d'un point de vue de la cohésion nationale. Mais alors là, quand on a dit ça, maintenant il faut rentrer dans le dur. La parité nous a été imposée partout. Bon, très bien. Alors, une classe d'âge, c'est 700 000 actuellement. Vous me direz, avec l'écroulement des naissances, ça va diminuer. Mais on peut pas s'en féliciter, évidemment. Mais c'est 700 000. On n'a pas de quoi ni armer, ni encadrer, ni faire de quelque chose de 700 000 hommes et femmes, avec tous les problèmes que d'ailleurs cette mixité comprend. Donc il y aura des choix à faire. Il faut très probablement, si on veut augmenter ou restaurer notre cohésion nationale dans la jeunesse, il faut très certainement réinstaurer un service national, mais avec un volet militaire, encore une fois. Mais qui faire? Comment l'encadrer? Un de mes camarades de promotion, qui était chef d'état-major de l'armée de terre en fin de carrière, avait été sollicité pour faire une étude, et rien qu'à propos de l'armée de terre, pour encadrer 300 000 hommes supplémentaires, il lui fallait 12 000 officiers et quelque chose comme 50 000 sous-officiers. On ne trouve pas 12 000 officiers comme ça, sous le pied d'un cheval, en quelques mois, ou même en 2 ou 3 ans. Voilà, ça, c'est pas possible. Et puis, il faudrait les recruter, enfin, vous voyez. Non, ce sont des problèmes immenses, mais qui mériteraient d'être posés. Ils ne le sont pas pour le moment, parce que on est beaucoup trop court-termiste dans notre pays. Mais oui, et pour terminer sur votre question, je suis absolument et 100% favorable à la réintroduction ou la réinstauration d'un service national avec un volet militaire. Je n'ai pas dit que c'est les mêmes, hein, mais il nous faut un service national et à l'intérieur de ce service national, un service militaire. Mais on fera pas les deux, si vous voulez. Moi, j'ai vécu l'écroulement du service national, hein, quand on est passé de 12 mois à 10 mois. Eh bien, l'expérience a prouvé, il y a des effets de seuil, comme toujours. On s'est aperçu qu'en diminuant de 2 mois le service militaire, on avait perdu 30% de nos capacités de combat. Voilà, ça paraît bête, mais c'est comme ça. Donc, un service militaire en dessous de 12 mois, ça n'est pas sérieux. Vous voyez, tout ça pose d'immenses problèmes, mais il faut les étudier calmement, en dehors de toute idéologie, de tout parti pris. Mais parce que, justement, mon général, ce que l'on constate chez nombre de vos pairs, c'est qu'ils considèrent que l'armée n'a plus les moyens d'accueillir des classes d'âge entières pour un service militaire. Mais je suis pas d'accord avec vous. C'est pas une question. C'est pas moi. Moi, je ne fais que relater ce que disent un certain nombre de vos pairs. Alors, je ne suis pas d'accord avec mes camarades dans ce cas-là. Regardez l'effort de la Troisième République à partir de 1875. Elle instaure le service militaire universel. Elle bâtit des centaines de casernes. Et un régiment, à l'époque, un régiment d'infanterie, c'est 3000 hommes. Hein. Un régiment de cavalerie, c'est 1000 hommes, 800 chevaux. Un régiment d'artillerie, c'est 1000 hommes, 900 chevaux. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y avait plus de chevaux dans l'artillerie que dans l'infanterie. En même temps, elle bâtit un extraordinaire réseau de fortifications comparable à celui que Vauban avait mis sur pied, avec la ligne Serré de Rivière, qui d'ailleurs montrera ses forces dans la première partie et même après d'ailleurs de la Première Guerre mondiale. Donc un effort absolument gigantesque, mais elle avait des finances à l'équilibre et une volonté de faire qui était partagée du haut en bas, non seulement du gouvernement, mais jusqu'aux plus petits citoyens de 18 ou 19 ans qu'on venait chercher chez lui, qu'on enlevait de l'étable où il travaillait ou de son usine et qu'on envoyait faire un service militaire d'un an d'abord, puis de 2 ans ensuite, puis de 3 ans. Donc, c'est une question de volonté politique, c'est pas une question de moyens. Les moyens, ça se trouve. Regardez lorsqu'il a fallu que nous fassions notre parc nucléaire, regardez lorsqu'il a fallu que nous fassions un certain nombre de grands chantiers dans les 60 dernières années, on l'a fait. Mais parce qu'il y avait la volonté politique derrière. Voilà. Ce qu'il faut, c'est de gouverner par des gens qui ont le sens du
long terme, et le long terme, c'est pas la prochaine élection. Le long terme, c'est 30 ans. Et en dessous de 30 ans, si on est un gouvernant et qu'on réfléchit en dessous de 30 ans, on n'est pas digne de son mandat. Oui, tout à fait. Mais ça, bon, malheureusement, on n'a plus de vision à long terme depuis un petit bout de temps quand même. Hein. Je suis d'accord. Justement, la loi de programmation militaire, enfin en tout cas la dernière loi de programmation militaire ne correspond pas en fin de compte à tout ce que vous venez d'évoquer. Et donc du coup, c'est bien dommage que ce soit en matière d'investissement pour notre marine nationale et puis justement par rapport au déploiement d'une réserve ou d'un service militaire. On avait parlé, je crois, de 400 milliards. Oui, c'est ça, 400 milliards sur 7 ans ou sur 7 ou 8 ans. Bon, on est en deçà de la réalité en définitive. Oui, mais si vous voulez, moi je tire pas sur le pianiste. Les choses étant ce qu'elles sont, il y a déjà un rattrapage. Alors, constatons que le président Macron a tenu sa parole dans le domaine militaire, à savoir que les budgets votés ont été sanctuarisés. Ça ne s'était pas produit depuis le président Pompidou. Voilà. Deuxièmement, on ne peut pas faire un bond gigantesque. On a fait un bond important puisque les budgets militaires, entre le moment où j'ai quitté le service il y a quelques années et dans 5 ans, ils auront doublé. C'est tout à fait considérable, malgré des finances qui sont en décapotade. Donc, on peut pas tout faire en même temps. On est sur le bon chemin, mais il y a encore si vous voulez, on est en train de commencer à rattraper les trous immenses qui avaient été creusés dans les 40 dernières années. Ça prendra du temps, mais encore une fois, on pourrait le faire beaucoup plus vite s'il y avait une volonté politique et puis qu'elle soit partagée par la nation, parce que la nation, elle a d'autres problèmes aussi. Voilà, alors justement, ça, ce que j'ai pu observer au gré de mes différentes rencontres, c'est qu'il y a aujourd'hui une sorte d'image un peu fantasmée de l'armée, certainement parce que justement, depuis la fin du service militaire, cette porosité entre le monde civil et le monde militaire n'existe plus vraiment. Hein. D'un côté, on aurait des militaires qui, exercent leur activité, leur métier, et de l'autre côté, des civils qui ne savent pas forcément ce que font ces militaires. Justement, un des avantages, un des atouts du retour de ce service national serait justement de recréer cette porosité et donc du coup cette cohésion nationale au sein de la nation, non ? Oui, mais vous avez sûrement raison. Observons que les armées n'ont jamais eu une cote de popularité, à part avant 14, hein, une cote de popularité aussi haute que depuis qu'on a suspendu le service militaire. En fait, l'antimilitarisme dans lequel moi j'ai commencé ma carrière, c'était épouvantable. Hein. Les années 70, de ce point de vue-là, c'était absolument épouvantable. Hein. Je me souviens nous allions défiler avec ma promotion de Saint-Cyr à Paris et nous débarquons à Montparnasse. Et il y avait quelques centaines de chevelus qui hurlaient l'armée ça tue, ça pue, ça pollue, ça rend con. Et il y avait mais parce que tous ces chevelus là, ils se disaient oulala, je vais peut-être me retrouver moi avec un casque sur la tête d'ici quelques mois. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Tous les fils de famille tentaient de se débiner, etc. Bon, si on réinstaure un service national. Je pense qu'on va avoir à nouveau, si vous voulez, le service, il donnait chez les jeunes gens qui avaient la chance de servir dans des unités de belle qualité, bien encadrées, ils ressortaient milifana même si c'était pas volontaire au départ. Et je l'ai vécu. Bon. Les autres, ils n'étaient pas d'accord du tout. Et il y avait, je crains moi que il faille un effort de propagande très important parce qu'on va oh là là, j'ai de la difficulté. On va voir revenir les arguments éculés de l'antimilitarisme traditionnel. Pourquoi en fait ils ne sont pas plus antimilitaristes que l'autre? Simplement ils ne veulent pas faire leur service. Voilà. Et pourtant, moi, je me souviien, alors j'ai eu la chance de pouvoir faire mon service militaire, forcément mon père, mes cousins, tout ça aussi, et le son de cloche était le même. Les meilleurs copains de toute une vie, c'est les copains de régiment. Hein. Évidemment. Parce qu'on se retrouve dans des situations complètement improbables et il y a une entraide forcée, mais
une amitié née de ces moments difficiles. C'est juste incroyable. La fraternité d'armes, vous savez, c'est pas réservé aux officiers ou aux sous-officiers. On l'a tous vécu. Moi, j'ai eu la chance de commander une compagnie pendant 3 ans. J'ai emmené 3 fois mes grenadiers en centre d'entraînement commando. Il fallait voir. On leur tire un peu sur le groin, hein, mais ils rentraient, ils étaient transformés, et effectivement. Il y avait une fraternité du capitaine au dernier des grenadiers voltigeurs qui venait des épreuves surmontées en commun. C'est évident, voilà. Ouais. Vous êtes de retour, Nicolas? Oui, tout à fait. J'ai pris une très courte pause et il va être 9h. Nous allons recevoir bientôt Christine Boutin. C'est le moment de conclure peut-être de mon général sur ce 11 novembre. Et Patrice, je vous laisse la parole encore quelques minutes. Ouais, si je peux me permettre, alors ça a été évoqué tout à l'heure dans la première partie de l'émission par Nicolas. Vous avez certainement entendu ce vétéran anglais qui voilà, sur un ton bien évidemment très triste, déplorait l'état de son pays et disait, en fin de compte, tous mes camarades, voilà, je les trouve là, c'est les pierres tombales là que vous pouvez voir, et ils sont morts, mais pour la liberté, pour une certaine idée bien évidemment de leur pays, et certainement pas pour l'état du pays dans lequel il est aujourd'hui. Par rapport à cette réflexion de ce vétéran, quel regard, on est donc le 11 novembre en plus, donc quel regard vous portez justement sur l'état du pays et puis de l'engagement tout compte fait de chaque citoyen ou de chaque soldat? Si vous voulez, moi je constate que depuis un millénaire, parce que ça fait plus d'un millénaire que notre pays existe, les soldats sont morts pour que nous restions français. C'est-à-dire pour que nous, Français, alors qu'on soit sous la monarchie, qu'on soit sous la République, sous l'Empire, on a eu 17 régimes politiques différents depuis la Révolution, hein, restent les maîtres chez eux. Et donc nos soldats de 14-18, nos soldats de 39-45, nos soldats, ils sont morts pour que notre souveraineté soit conservée. Or, moi, ce qui me terrifie, c'est que notre souveraineté, depuis les traités de Maastricht d'abord et puis ensuite de Nice a été transféré, du moins de grands pans de la souveraineté ont été transférés à l'extérieur. Donc c'est ça le crachat à leur face, c'est que nous avons perdu notre souveraineté et elle a été vendue, je ne sais pas. Quand vous imaginez que par référendum en 2005, nous disons non à 53,65% au traité dit de constitution de l'Europe, et que 2 ans après, le président Sarkozy annule les effets de ce référendum, ça c'est terrible. Pourquoi sont morts nos anciens à Verdun, dans les Dardanelles, et dans la Marne, voilà. Ça, c'est je suis d'accord avec cet ancien combattant britannique, encore que lui, il fait partie d'un pays qui a repris sa souveraineté. Alors on est d'accord, oui. On n'est pas d'accord, on aime les Anglais ou pas, mais je constate, nous ne l'avons pas reprise. Et je crois que notre grand combat, justement en ce jour du 11 novembre, et il faut y réfléchir, c'est de reprendre d'une manière ou d'une autre notre souveraineté pour être digne d'eux. Voilà. Exactement. Très bien. Bien. Merci à vous, mon général. Merci, messieurs. C'est particulièrement appréciable, quoi qu'on en pense, d'avoir un général un 11 novembre. Pour ceux qui préfèrent aller regarder les cérémonies à la télévision, qu'ils ne se gênent pas. Mais en tous les cas, moi j'étais très content d'entendre ces propos et ces sujets qui permettent d'en savoir un peu plus sur l'armée. C'est un élément. On pourrait vous garder longtemps, mon général, sur des sujets de société, car évidemment,
ils ne sont pas à exclure, mais il y a cet aspect spécifique, et j'aimerais surtout rappeler, et ça pour moi c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la revue de presse et dans le travail sur la revue de presse ce matin, c'était ce vétéran de l'opération Overlord, du débarquement, ce Britannique. Et pourtant, on ne peut pas dire que je tiens particulièrement dans mon cœur les Anglois, l'Anglois en général, mais là, il faut dire que ce cri du cœur en disant avoir fait tout ça pour ça, quand on voit l'état de notre pays aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde en prenne conscience et se ressaisisse un 11 novembre tout de même. Merci à vous, mon général, Alexandre Lalanne-Berdoutic, et à vous, Patrice Magneron, pour cette partie de matinale. Merci beaucoup, infiniment. Merci beaucoup.